Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous allons parler nutrition et avec la thématique Que penser des régimes? Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Merci à tous de votre participation. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour répondre à vos questions dans la barre de conversation en direct et répondre aux éventuels problèmes techniques comme nous avons eu pour démarrer cette visioconférence. Si vous êtes en replay, sachez que si vous vous inscrivez à notre cycle de visioconférence sur movadom.eventbrite.com et que vous nous rejoignez en direct, vous aurez le droit à des petits bonus à la fin de la conversation, à la fin de l'enregistrement, pardon, pour pouvoir interagir et poser vos questions à l'intervenant du jour. Je vais laisser le soin à Emmanuel de se présenter et de prendre le contrôle. Et si vous nous regardez donc en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. À vous, Emmanuel. Merci beaucoup, Pascal. Donc, désolée pour ces petits problèmes techniques de démarrage. Donc, moi, je suis Emmanuelle, je suis diététicienne nutritionniste. Alors, pour mon parcours, je n'ai pas toujours été. J'étais ingénieure agronome au départ. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, dans l'amont agricole, sur la qualité des produits de l'amont agricole. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis réorientée en tant que diététicienne. Donc, j'ai travaillé à l'hôpital pendant de nombreuses années. Puis ensuite, je me suis récemment installée en libéral et j'ai une activité qui est assez complémentaire entre un accompagnement individuel dans un cabinet à Asnières-sur-Seine et puis, parallèlement, je fais de la formation dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite et puis je fais aussi des actions de prévention de santé et notamment auprès des seniors et je m'implique pas mal sur l'hygiène de vie des seniors. Voilà un petit peu pour mes activités. Donc aujourd'hui, en fait, on m'a demandé de vous parler du vaste sujet des régimes. Alors déjà, en fait, en introduction, ce que je pourrais dire, c'est que en fait, ce mot régime, il devrait être exclu de notre vocabulaire. C'est quelque chose que moi, je n'aborde jamais en fait l'alimentation sous cet angle-là. Je trouve que c'est un mot qui est très péjoratif, qui exprime des interdits, des restrictions. Et en fait, depuis le temps que j'accompagne des personnes sur leur alimentation, je vois bien que c'est pas intéressant, si vous voulez, d'avoir des restrictions, des interdits. C'est quelque chose qui, sur le long terme, est nocif. Si vous pouvez retenir quelque chose de ma présentation, c'est ça. Donc, du coup, on va voilà, enfin, le déroulé de mon exposé sera, voilà, enfin, qu'est-ce qu'on entend par régime, qu'est-ce qu'on entend par alimentation particulière à visée thérapeutique, hein, de quoi parle-t-on? Ensuite, je ferai un point sur les impacts négatifs des régimes amaigrissants sur la santé. Et en fait, l'idée en fait, de mon exposé sera de vous exprimer le fait que l'idée, c'est d'aller plus vers un rééquilibrage alimentaire qui s'installe sur la durée et en s'adaptant aussi à son contexte personnel. Vous voyez, il n'y a pas, déjà, il n'y a pas d'alimentation miracle, il n'y a pas une alimentation qui va être bonne pour tout le monde, mais c'est plutôt un rééquilibrage à adapter à son contexte et à adapter personnellement. Donc, ça vaut le coup, je dirais, d'être accompagné, si besoin, par un professionnel de santé là-dessus. L'idée, c'est de ne pas regarder uniquement l'alimentation, mais d'intégrer ce rééquilibrage alimentaire dans une hygiène de vie globale. Et ça, on va le revoir ensemble, en fait, tout est lié, tout est imbriqué. Enfin, je ferai un point sur les sensations alimentaires, les sensations corporelles et l'idée d'être à l'écoute de ces sensations, hein, avec tous ces sens en éveil. Et puis, on abordera aussi des alimentations à visée
thérapeutique quand c'est prescrit par un médecin ou quand il y a vraiment une recommandation médicale de suivre des alimentations particulières. Voilà un petit peu pour le déroulé. Alors, en fait, c'est bien de fixer un peu nos propos. Voilà, des régimes amaigrissants, il en existe énormément. On voit beaucoup de choses qui circulent dans les magazines et dans la majorité des cas, ils sont très, très restrictifs. Bon, on peut en citer quelques-uns. Il y a notamment le fameux régime Dukan, qui est un régime hyper protéiné où il y a une suppression de tous les sucres et aussi des sucres complexes, des féculents. On peut citer la soupe aux choux, on peut citer les régimes dissociés de type Montignac. Enfin, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est le jeûne intermittent. Donc, peut-être que vous aurez des questions par rapport à ça. Le jeûne intermittent, ça consiste à mettre en fait votre organisme en jeûne pendant un minimum de 18 heures. Donc, ça revient en fait à sauter un repas. Alors, est-ce que c'est intéressant là encore, ça dépend des contextes. Enfin, quelqu'un, par exemple, qui ne prend jamais de petit-déj depuis qu'il est tout petit, s'il saute son petit-déj, ce n'est pas dramatique. Mais quelqu'un qui a l'habitude d'avoir trois repas par jour, d'avoir des repères en termes d'horaire des repas, tout d'un coup, il va se mettre à faire le jeûne intermittent. Il va introduire des grignotages et pour lui, pour le coup, ça ne va pas être intéressant du tout. Donc, c'est deux choses finalement qu'il faut regarder au cas par cas. Le jeûne intermittent, ce n'est pas intéressant non plus quand on a certaines pathologies ou si par exemple on a des troubles de la glycémie, qu'on a du diabète et qu'on saute un repas et puis du coup qu'on va compenser sur un autre repas en ayant pour le coup des sucres en quantité importante, là non plus, ça ne va pas être intéressant sur l'équilibre de la glycémie. Donc en fait, tout ça, voilà, il faut le prendre en compte. Et je dirais que finalement, il faut mieux aller vers un rééquilibrage alimentaire sur la durée. Un rééquilibrage alimentaire sur la durée et prendre en compte le fait que finalement, pour avoir un poids stable, l'idée, c'est de respecter des notions de balance énergétique. Les dépenses énergétiques doivent être équivalentes aux apports énergétiques par les aliments. Il n'y a pas de secret. Quand on prend du poids, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la balance énergétique. Voilà. Et puis, donc, tous ces régimes dont on parle, qui sont souvent, dans la majorité des cas, très restrictifs et voilà, on peut les distinguer d'alimentation particulière à visée thérapeutique. Et j'en décrirai certaines à la fin de mon exposé, notamment l'alimentation quand on a du diabète, quand on a du cholestérol, quand on a une hypertension artérielle. Voilà. Dans certains cas, ça peut être intéressant, ça peut être recommandé de mettre en place certaines choses, mais tout cela en restant dans un équilibre et sans avoir de restrictions trop strictes. Voilà, enfin, l'idée, c'est d'être voilà, dans l'équilibre, dans la balance. Si je peux... Donc ensuite, on va voir ensemble tous les impacts qu'on peut avoir par rapport au régime amaigrissant, qu'on peut, nous, en tant que professionnels de santé, voir en fait sur le long terme. Déjà, on peut citer la spirale de la restriction cognitive. En fait, les personnes, moi, que je vois qui ont fait des régimes très restrictifs à répétition, en fait, il y a une espèce de spirale qui s'installe
Donc au départ, la personne souhaite perdre du poids parce qu'en fait, elle n'est pas à l'aise avec son image corporelle. Donc, elle va se mettre dans une situation où elle va faire un régime très strict avec de nombreuses privations. Et puis, là, il va y avoir une perte de poids, parfois assez rapide. Mais derrière, il va s'installer une espèce de frustration. Et du coup, parfois, il peut y avoir des craquages. Quand l'alimentation au moment des repas est trop restrictive, il peut y avoir des craquages. Donc, quand on dit craquage, là, il n'y a plus de contrôle. Donc, on est dans une spirale où on contrôle, on maîtrise tout le plus possible. Et puis, comme notre corps est frustré et qu'on ne lui apporte pas suffisamment d'énergie, il va réclamer, on va avoir des craquages, une perte de contrôle, on va du coup soit tout lâcher, soit ça va entraîner une reprise de poids, mais tout cela avec derrière beaucoup de culpabilité, un sentiment d'échec, et puis une perte de l'estime de soi. Voilà. Et tout ça, et ensuite, on va se dire, oh là là, je suis nulle, j'y arrive pas, ça va pas du tout. Et donc, on va se dire, allez, il faut que je m'y remette. Donc, on se remet à nouveau dans une spirale avec un régime très restrictif et la spirale recommence, sauf que plus on se restreint au moment des repas, plus on a des pertes de contrôle et des comportements alimentaires qui vont être inadaptés, avec des fringales, avec des envies de sucre qui arrivent comme ça, qui ne sont pas du tout maîtrisées, et puis du coup, des grignotages qui peuvent aller même vers des grignotages compulsifs. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la spirale de la restriction cognitive. Et derrière aussi, au niveau mental, il y a des effets très, très nocifs. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'effet yo-yo. C'est-à-dire qu'on va, vous voyez, on va perdre du poids très vite, mais dès qu'on lâche un peu, on va reprendre du poids, mais on ne revient pas au poids initial. On reprend plus de poids. Et quand on regarde du coup sur la durée, en fait, l'impact des régimes très très restrictifs à répétition, ça provoque une prise de poids sur le long terme. Et tout ça, c'est lié à ce que je vous ai expliqué, la spirale de la restriction cognitive qui entraîne des comportements alimentaires qui peuvent, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on peut introduire des comportements alimentaires inadaptés. Et parallèlement, il y a un mécanisme, si vous voulez, notre corps, il a comme une mémoire. Quand on le restreint trop, après, il se met en mode « Ah, là, j'ai trop de restrictions, donc je fais des réserves. » Et en fait, le corps, on a ce qu'on appelle le métabolisme de base qui nous permet d'apporter à notre corps de l'énergie pour les fonctions vitales. Et ce métabolisme de base, il est différent pour tout le monde, mais quand vous faites des régimes très restrictifs, il va se recaler plus bas. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure de ces régimes restrictifs, le métabolisme de base, il diminue à chaque fois. Et donc, il y a des personnes, moi, que je rencontre, qui mangent vraiment très peu, mais qui ne vont plus perdre de poids, parce qu'à chaque fois, leur corps, il se met en mode alerte et du coup, il réduit son métabolisme de base. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, en fait. C'est pas intéressant de mettre en place des régimes amaigrissants trop restrictifs. Après, il peut y avoir aussi l'apparition de carences, de carences en minéraux, de carences en vitamines. Voilà, donc ça, c'est très nocif sur le long terme. Une jeune fille qui va mettre en place un régime au moment de sa croissance, au moment de
la minéralisation osseuse, elle peut ensuite avoir des problèmes d'ostéoporose plus tard dans sa vie. Hein. Donc, vous voyez, les carences, c'est vraiment important à considérer aussi. On peut aussi avoir une perte de poids qui se fait non pas sur la masse grasse, mais sur la masse musculaire. Hein. Et donc ça, c'est nocif aussi. Et puis des risques au niveau des reins, hein, parce que en fait, sur certains régimes notamment, hein, les régimes qui sont hyper protéinés, hein, où on exclut les féculents, on diminue très 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 nettement les sucres, mais on augmente beaucoup les protéines. S'il y a trop de protéines, ben on fait beaucoup travailler les reins, hein, qui sont des filtres au niveau des protéines, et c'est pas bon non plus. Hein. Donc, vous voyez, en fait, tous ces impacts négatifs sur le long terme. Une modification de nos comportements alimentaires avec des fringales, des compulsions, des grignotages, une modification du métabolisme de base, des carences. Donc voilà, enfin, tout ça, c'est finalement pas très intéressant. Et l'idée, c'est plutôt d'aller vers un rééquilibrage alimentaire. Alors, l'idée, c'est aussi de rester sur une alimentation la plus variée, la plus diversifiée possible, sans supprimer les féculents, mais en adaptant leur quantité. C'est-à-dire que les féculents, il faut en avoir pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Après, le soir, on peut limiter leur quantité parce qu'on va se coucher, donc on a moins besoin d'énergie. On a besoin d'énergie pour dormir, mais voilà, on a quand même beaucoup moins besoin d'énergie. L'idée, c'est de garder du plaisir, dans son alimentation au moment des repas. Quand il n'y a pas de plaisir, il y a de la frustration et du coup, il y a l'apparition de comportements alimentaires qui peuvent être inadaptés et des craquages. Et en dégustant, donc l'idée de manger très tranquillement, ça c'est important parce que ça permet d'avoir une régulation de la faim et de la satiété. Et ça finalement, c'est la chose la plus difficile à remettre en place pour des personnes qui mangent trop vite, voilà, enfin, c'est très difficile de retrouver ces repères, de déguster, de manger très tranquillement pour mieux réguler sa faim et sa satiété. Pourquoi, en fait, on dit ça? En fait, parce que quand on mange très vite, déjà, toutes les saveurs, les flaveurs, et ben, en fait, on va pas les sentir, hein, on ne va pas les percevoir. Donc, il y a moins de satisfaction, il y a moins de plaisir au moment du repas. Donc, déjà, ça, c'est important. Quand on mange trop vite aussi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de message, le message qui arrive au cerveau pour dire bah, « ça y est, j'ai suffisamment mangé », il n'est pas encore arrivé. Du coup, on peut manger des quantités plus importantes que ses réels besoins. En fait, comment ça se passe? Il y a un petit capteur nerveux sur la poche de l'estomac qui va être déclenché à partir d'un certain taux de remplissage de notre estomac et qui va envoyer un message au cerveau. Mais si on mange en 5-10 minutes, des quantités qu'on devrait manger en 15-20 minutes, eh ben, on va continuer à manger. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être dans la dégustation, de manger très tranquillement, à la fois pour sa satisfaction, pour ressentir les saveurs, les flaveurs, mais aussi pour mieux réguler notre faim et notre satiété. Après, c'est important d'avoir des rythmes réguliers. Alors, on fait le lien aussi avec notre horloge interne. Notre horloge interne, elle régule nos rythmes de sommeil, elle régule nos rythmes aussi dans la journée et nos rythmes alimentaires. Donc, en fait, notre corps, il a besoin de repères voilà, avec des rythmes réguliers. C'est vrai que moi, j'accompagne pas mal de personnes qui arrivent à la retraite et dont, vous voyez, les rythmes vont changer. Mais il faut réintroduire des repères, il faut réintroduire des rythmes pour que le corps puisse s'y retrouver.
C'est pour ça que le jeûne intermittent, voilà, enfin, ça dépend des contextes, hein. Parfois, ça peut être intéressant et dans d'autres cadres, c'est pas du tout intéressant. C'est bien de toujours retrouver des rythmes et d'avoir finalement des apports énergétiques, hein, des apports, des prises alimentaires qui sont bien répartis dans la journée. Si vous sautez le petit déjeuner, le déjeuner et que le soir, vous avez un énorme repas, c'est pas intéressant, hein. L'idée, c'est d'apporter de l'énergie un peu tout au long de la journée, d'apporter des protéines un peu tout au long de la journée pour pouvoir reconstituer ces protéines corporelles, sa masse musculaire. Voilà, c'est ça l'idée. Après, on peut adapter ses besoins énergétiques au contexte, hein. Voilà, quelqu'un qui bougeait beaucoup au niveau professionnel, qui avait un métier très actif et qui, à la retraite, se retrouve extrêmement sédentaire, ne met en place aucune activité et tout ça, il faudra qu'il revoie un petit peu ses besoins énergétiques en fonction de ses dépenses énergétiques, forcément, hein. Voilà. Et puis après, les points sur lesquels on peut jouer, c'est de diminuer les sucres simples, hein, diminuer le sucre qu'on rajoute dans ces boissons, diminuer le miel, diminuer la confiture, diminuer les sucreries, les viennoiseries, enfin tout ça, c'est possible, hein. Voilà, c'est pas les sucres rapides comme ça, les sucres simples, on peut les appeler les calories vides, hein. Donc voilà, on n'en a pas, c'est pas ceux dont on a le plus besoin, hein. Il y a un axe qui est intéressant, c'est l'alcool aussi, hein, de diminuer les boissons alcoolisées. L'alcool, 1 gramme d'alcool, 7 kilocalories, donc c'est extrêmement calorique, hein. Donc voilà, enfin, si on veut stabiliser son poids ou perdre tranquillement un peu de poids et qu'on voit qu'on a quand même une consommation d'alcool qu'on peut réduire, ça c'est un axe intéressant à développer. Et puis après, de diminuer aussi les aliments qui sont à forte densité énergétique, hein. Donc voilà, enfin tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, voilà, sans les supprimer totalement, hein, parce que ça fait partie de notre plaisir de manger, et voilà. C'est là, comment on fait? On regarde un petit peu la fréquence de consommation, et puis on peut aussi adapter les quantités qu'on consomme, hein, voilà, mais sans restriction stricte, hein. Vous voyez, il faut jamais être strict dans sa démarche, hein. Voilà. Et je voulais vous parler aussi des quantités, hein, parce que ça, c'est intéressant de bien savoir adapter les quantités à ses besoins, hein. Notamment sur les féculents, hein. Les féculents, ils doivent être adaptés en fonction de l'âge, bien sûr, hein, de l'activité physique, hein, ça je vous en ai parlé. Si on est très sédentaire, on aura moins besoin de féculents que si on est très 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 actif, qu'on n'arrête pas de faire du sport tous les jours, voilà. Donc ça, et ça s'adapte aussi en fonction du sexe, hein. Un homme a des besoins énergétiques plus importants qu'une femme, hein. Donc, c'est important de savoir estimer les quantités. Et là, je vous ai mis, vous voyez, des photos de portions dans l'assiette. Estimer les quantités pour les féculents, c'est savoir les estimer en cru et en cuit, hein. Donc, c'est vrai que moi, souvent, je rencontre des personnes qui, quand ils font cuire leurs féculents, ils ne se posent pas la question, hein, ils versent les féculents comme ça. Alors qu'en fait, il faut savoir que les féculents en cru, ça fait x3 approximativement à la cuisson, parce que ça se gonfle d'eau. Et 30 grammes de féculents crus, ça fait à peu près 100 grammes de féculents cuits, et c'est 3 à 4 cuillères à soupe, hein. On se retrouve sur l'assiette de gauche, là. Voilà. Ce qui est une petite quantité de féculents, hein. C'est une petite quantité de féculents. Après, 200 grammes, ça va être quand même là une bonne portion. 300 grammes, ça fait beaucoup,
hein. Donc ça va être plus pour vous voyez, un homme qui est très, très actif, qui fait beaucoup de sport, voilà, enfin. Et après, ces quantités de féculents, il faut aussi voilà, les aborder aussi en fonction du pain qu'on prend à côté, en équivalence, hein. Quand on consomme du pain avec ses féculents, ben, on peut réduire un peu sa portion de féculents, ou on ne prend pas de pain, ou on ne prend que du pain avec des légumes. Enfin, voilà, ça s'adapte et c'est en équivalence, hein. Voilà. Là, vous voyez, je vous ai remis au niveau de la viande une portion, voilà, une portion de viande, c'est autour de 100-125 grammes. Une portion de fromage, ça va être à peu près 40 grammes. Si à chaque fois que vous prenez du fromage, vous en prenez 80 grammes, ça va être beaucoup. Donc, c'est important et là, encore une fois, ça s'adapte au contexte de la personne. Là, je ne peux pas faire de généralité pour tout le monde. Là, le pain, c'est bien de savoir aussi, vous voyez, une demi-baguette, c'est 125 grammes, un quart de baguette, 60 grammes. 60 grammes de pain, ça équivaut en équivalence à 150 grammes de féculents cuits, hein, donc 6 cuillères à soupe. Donc, le pain, ça apporte pas mal de sucre. Voilà. Donc, ça, c'est bien de savoir évaluer un petit peu les quantités dans l'assiette. Voilà. Et il y a une notion qui est tout à fait complémentaire, mais très intéressante. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est la notion d'index glycémique des repas, d'index glycémique faible. En fait, ça permet d'avoir une assimilation plus lente des sucres. L'index glycémique d'un aliment, ça va refléter sa rapidité d'assimilation par le corps pour une même quantité de sucre. Donc, par exemple, dans une tranche de pain blanc et dans une tranche de pain complet, vous avez la même quantité de sucre, mais la tranche de pain complet, elle va être assimilée beaucoup plus sur la durée. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, quand le sucre est assimilé plus sur la durée, ça vous permet de ne pas avoir de fringales, d'avoir un meilleur rassasiement et de tenir jusqu'au repas suivant. Et ça permet de diminuer les grignotages. Quand on a une assimilation des sucres plus sur la durée, eh bien, ça permet de diminuer la sécrétion d'insuline postprandiale. Et il faut savoir que l'insuline, c'est une hormone qui permet à notre corps d'utiliser le sucre à des fins énergétiques, mais c'est aussi une hormone de stockage. Donc, si on peut avoir des pics d'insuline moins importants, c'est intéressant. Alors, quels sont les facteurs de variation des index glycémiques? Il y en a plusieurs. La cuisson. Plus un aliment est cuit, plus son index glycémique augmente. Par exemple, c'est intéressant de faire cuire vos pâtes al dente. Parce que si vous les faites très, très cuire, et ben le sucre sera déjà prédigéré et il sera beaucoup plus rapidement dans le sang. Le plus important, je pense, à retenir, c'est la présence de fibres qui diminue nettement l'index glycémique d'un aliment. Donc, privilégiez plutôt un fruit plutôt qu'un jus de fruit, parce que déjà, il y a la mastication, mais en plus, les fibres vont ralentir la digestion et l'absorption des sucres du fruit. D'avoir, vous voyez, des légumes en association avec des féculents, avec la présence de fibres, ça lisse un peu l'assimilation des sucres. Donc ça, la présence de fibres est extrêmement importante. Donc, pain complet plutôt que pain blanc, légumineuses qui sont des féculents très riches en fibres, quinoa, riz complet. Voilà, enfin, dès que vous pouvez ajouter des fibres, c'est intéressant et ça permet une assimilation plus lente des sucres. Le degré de transformation.
hein. Plus un aliment subit des transformations, plus son index glycémique est élevé. Je vous donne un exemple, par exemple des céréales du petit déjeuner type cornflakes, Special K. Ça, l'aliment, il est très, très transformé. Donc, en fait, même s'il n'y a pas de sucre simple ajouté, ces sucres complexes, ces amidons, ils sont déjà prédigérés, hein, par rapport à un flocon d'avoine qui va être brut et qui, du coup, n'a pas subi de transformation et qui va être assimilé beaucoup plus sur la durée. Et puis, il y a un dernier facteur qui agit sur l'index glycémique, c'est l'association des aliments entre eux, hein. Si vous avez d'autres aliments dans le repas qui contiennent aussi du gras, hein, des lipides, qui contiennent aussi des protéines, tout ça, le fait qu'il y ait en plus des sucres, des protéines et du gras, ça va permettre une digestion plus lente et une assimilation des sucres plus sur la durée. Donc, voilà, cette notion d'index glycémique faible des repas, on en parle surtout pour les personnes qui ont des problèmes de régulation de la glycémie, mais en fait, elle est valable pour tout le monde, hein. Elle est intéressante pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est un peu des points clés de notre hygiène de vie. Et en fait, moi, ce que je remarque quand j'accompagne les personnes, c'est que finalement, ces questions alimentaires, hein, ces questions d'équilibrage alimentaire, elles doivent s'intégrer plus globalement en essayant de voir tous les pôles de notre hygiène de vie, en fait. Hein, ça, c'est important d'avoir cette vision globale des pôles de notre hygiène de vie et d'agir sur ces différents pôles qui vont avoir une interaction entre eux. Donc voilà, là j'ai essayé de représenter ça sous forme d'un schéma. Il pourrait y avoir des flèches aussi que j'ai pas faites, mais j'aurais pu les faire à l'intérieur. Hein, vous voyez, et c'est bien de se poser la question, vous personnellement, quelles sont les interactions entre les pôles, hein. Par exemple, je vous donne des exemples. Quelqu'un qui va avoir un sommeil peu réparateur, hein, qui va être du coup, ça va entraîner une espèce de fatigue chronique, et bien, ça peut avoir des incidences sur d'autres pôles, hein, sur son activité physique dans la journée, parce qu'il est tellement fatigué qu'il va avoir du mal à se mobiliser dans la journée. Ça va avoir des incidences sur la gestion de ses émotions. Forcément, quand on est extrêmement fatigué, on peut moins bien gérer ses émotions. Ça va avoir une incidence sur son alimentation. Quand on est extrêmement fatigué, on va avoir tendance à compenser au niveau alimentaire. Ça peut être, par exemple, on va avoir des envies de sucre plus importantes, on va peut-être sauter des repas, avoir des quantités plus importantes dans l'assiette, voilà, plus de grignotage. Ça peut déstructurer nos rythmes alimentaires, déstructurer notre journée alimentaire avec l'apparition de grignotage. Et puis, il y a la question de la gestion et de l'organisation du temps. Voilà, on peut par exemple se rendre compte que quand on a des moments de flottement dans la journée où on s'ennuie, eh ben, on va avoir tendance à grignoter, hein. Ou quand on a une journée extrêmement remplie, on n'a pas le temps de préparer son repas du soir et donc on va faire plutôt une pasta à partie ou voilà. Donc vous voyez, en fait, finalement, on se rend compte que tout est un peu interconnecté, hein, et que c'est bien d'agir sur certains pôles, voilà, sur la gestion des émotions et l'alimentation. On voit que parfois, il peut y avoir des grignotages qui ne correspondent pas à de la faim, hein. On ne mange pas forcément par faim, hein. Ces grignotages, ils peuvent être liés à, voilà, on compense voilà, c'est une façon de remplir le réservoir, de gérer ses émotions, voilà, parce que quand on mange du sucre, il y a
c'est le circuit de la récompense. Hein. Donc, ça va nous permettre de retrouver un peu une détente pendant un certain temps, mais c'est très, voilà, ça dure pas longtemps. Donc, en fait, quand on voit qu'il y a des grignotages qui sont liés à la gestion des émotions, ben là, il faut essayer de mettre en place des actions qui permettent de gérer ses émotions différemment, son stress différemment. Ça peut être des activités de détente, ça peut être des activités créatives, ça peut être de la méditation, de la sophrologie, enfin voilà, peut-être d'aller voir quelqu'un pour actionner ces leviers-là. Enfin, donc, c'est bien de se poser les questions sur tous ces pôles qui interagissent entre eux. Et en fait, moi, quand j'accompagne des personnes, j'essaye avec eux d'avoir cette vision globale de leur hygiène de vie. Parce que parfois, leur alimentation est déstructurée, mais c'est lié à d'autres pôles. Vous voyez ? Voilà, donc encore une fois, l'idée c'est d'avoir un équilibre alimentaire sur la durée et d'être toujours dans l'équilibre. Donc là, vous voyez, en fait, là, il y a une espèce de petit schéma qui apparaît avec toutes les notions qui peuvent intervenir sur l'équilibre alimentaire. Et si on les pas, bon, il y a déjà des choses qui ont été abordées, mais vous voyez, c'est très large l'équilibre alimentaire. La variété, la diversité des aliments, bon, pas trop de gras, pas trop de sucre, ça bien sûr, mais bon, sans restrictions trop strictes, des portions adaptées, des rythmes alimentaires réguliers, la régularité des horaires, le grignotage, ça on en a parlé. Le grignotage, ça peut être lié à plusieurs choses. Soit les repas, les principaux repas ne sont pas suffisants en quantité ou sont trop restrictifs, et à ce moment-là, vous avez faim en dehors des repas et vous grignotez. Donc ça peut être une première raison. Soit ça peut être de l'ennui, soit ça peut être du stress, on compense d'autres choses, et à ce moment-là, on met en place d'autres leviers d'action. Et puis, le sommeil, on en a parlé. L'environnement du repas. Avoir un repas où on est assis, où on est dans le calme, où on prend son temps. Voilà. Enfin, essayer de toujours être assis. Par exemple, d'être attentif à ce qui se passe au niveau corporel et alimentaire. Si vous êtes debout, vite fait, voilà, enfin, vous n'allez pas ressentir les choses. Si vous êtes devant la télé, pareil, ça va être plus difficile d'être dans les sensations, dans la réception des messages que vous envoie votre corps. La convivialité, le partage, ça c'est important aussi. Et le plaisir de goûter, de déguster, et encore une fois, pas de régime. D'accord ? Donc ça, c'est un peu, voilà, tous les points clés auxquels je pense quand je pense à l'équilibre alimentaire. Ça, c'est une autre visualisation très concrète de l'équilibre alimentaire, sous forme d'une pyramide. Donc, à la base de la pyramide, vous avez ce qui doit être en quantité la plus importante, et plus vous montez, plus la pyramide se réduit. Et donc, si on regarde un petit peu les choses, donc l'activité physique, l'hydratation, ensuite on a l'étage des légumes et des fruits, les féculents, en privilégiant les féculents complets à chaque repas et en fonction de l'appétit. Ensuite, on a la viande, les poissons, les œufs et les produits laitiers, les matières grasses ajoutées. Et puis ensuite, quand on arrive en haut de la pyramide, donc il y a des boissons alcoolisées, les boissons sucrées, les produits sucrés, les produits gras et sucrés, où là, encore une fois, il n'y a pas d'interdit, mais l'idée, c'est de réduire les quantités, de réduire les fréquences de consommation si on voit qu'elles sont trop élevées. Donc ça, j'aime bien cette représentation en fait de l'équilibre alimentaire. Ouais.
Et puis, l'équilibre alimentaire, c'est une notion aussi qui se construit. Hein. L'équilibre alimentaire, il se construit sur plusieurs jours pour permettre la variété, la diversité des aliments, pour respecter un budget alimentaire. Et je ne sais pas comment vous gérez les choses, mais le fait de faire une liste de courses, d'établir un menu sur la semaine, alors peut-être pas complètement formalisé, mais ça permet aussi d'avoir cette vision globale sur la semaine et cet équilibre, hein, et de voir les fréquences de consommation. Ah bah tiens, je vais au restaurant mardi avec une amie, je suis invitée samedi chez des amis, donc le reste du temps, bah, j'essaye de ne pas trop prendre de desserts gras et sucrés, d'être plus sur un produit laitier nature, un fruit. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme ça qu'il faut imaginer les choses. Mais d'anticiper un peu et de ne pas se retrouver un soir après une journée très fatigante sans avoir du tout cuisiné. Voilà, enfin, c'est des choses. L'anticipation, l'organisation, elle fait partie de l'équilibre alimentaire. Ensuite, donc, il y a un équilibre sur la journée et un équilibre sur le repas. Voilà. Là, c'est la composition dans l'assiette. Ça, c'est une image aussi qui est intéressante où vous retrouvez les légumes qui peuvent représenter un tiers à une demi-assiette, les féculents, un quart d'assiette, un tiers à un quart d'assiette, et les protéines. Un produit laitier et ou un fruit et des matières grasses, mais en dosant. Voilà. Après, je pense que c'est important aussi, et moi, j'accompagne beaucoup les personnes sur essayer de stimuler tous ces sens en éveil quand on mange, hein, pour activer le maximum de plaisir et le maximum de satisfaction au niveau des repas. Hein. Stimuler l'appétit, le plaisir de manger avec tous ces sens en éveil. Hein. On mange avec la vue, hein, quand on le voit bien, hein, quand il y a une jolie présentation, bah on commence déjà à saliver, hein, quand on passe devant une boulangerie. On mange avec l'ouïe, quand il y a du croquant notamment. On mange avec le toucher, hein, le toucher avec les mains, mais le toucher en bouche aussi. Hein, donc ça stimule. L'odorat, bien sûr, donc c'est intéressant aussi de sentir, voyez, les aliments. Hein. Et puis le goût sur la langue, hein, salé, sucré, acide, amer, les textures aussi. Hein, c'est très important de bien varier les textures. Hein. Quelqu'un qui va toujours manger liquide, c'est pas intéressant. Il faut de la mastication, il faut du croquant. Voilà. Donc, prendre le temps de déguster et être à l'écoute de ses sensations corporelles. Hein. Moi, je fais souvent des dégustations en pleine conscience avec des aliments à l'aveugle. Et c'est des expériences qui sont très intéressantes à réaliser. Voilà, et je terminerai mon propos donc en 5 minutes environ pour développer certaines alimentations particulières à visée thérapeutique. Alors, peut-être que vous aurez d'autres questions sur d'autres alimentations. Je n'ai pas tout développé parce qu'en 1 heure, on n'a pas le temps de tout voir. Mais voilà, on va en aborder certaines et je répondrai à vos questions après. Donc, le diabète de type 2 et l'hygiène de vie. Hein. L'alimentation adaptée, ça va être quoi? Ça va être essayer de répartir les sucres, hein, les glucides, sur les 3 principaux repas, en limitant les sucres simples, hein, le miel, la confiture, le saccharose, voilà, et en ayant un apport adapté et contrôlé en sucre complexe, donc les féculents, le pain, voilà. Mais il faut qu'il soit présent à chaque repas. D'avoir des repas à index glycémique faible, notamment par la richesse en fibres de vos repas. Et puis, il faut pas seulement penser au sucre, mais aussi penser aux matières grasses. Hein. Quand on a des troubles de diabète de type 2, il faut aussi contrôler ces matières grasses
en quantité, en dosant la matière grasse, en évitant les plats en sauce, les feuilletés, la béchamel trop souvent, et en accent sur des matières grasses d'ajout de qualité. Donc, limitant les matières grasses animales, le beurre, la crème, et en privilégiant les huiles qu'on va essayer de varier. Donc, des mélanges d'huile, de l'huile d'olive pour la cuisson, mais aussi des huiles riches en oméga 3, lin, colza, noix. Et puis, éventuellement, d'actionner une perte de poids. Alors, très faible pour permettre une meilleure efficacité de l'insuline. En parallèle, on sait que d'avoir une activité physique adaptée, il y a de nombreux bénéfices sur la régulation de la glycémie. Donc, ça vaut le coup d'avoir cette action aussi sur l'activité physique. En revanche, quand on est pour les personnes âgées, les objectifs de glycémie ne sont pas les mêmes et on fera attention à ne pas avoir d'hypoglycémie. Les objectifs de glycémie sont beaucoup plus souples pour les personnes âgées. Sur le cholestérol, l'idée derrière, c'est d'avoir toujours un équilibre alimentaire, de limiter les matières grasses d'origine animale et les aliments qui sont riches en cholestérol, de cuisiner avec peu de matières grasses, mais en privilégiant les huiles et en les variant. Ça, c'est toujours cette même idée de variété des matières grasses d'ajout. Et là encore, il y a cette notion d'alimentation riche en fibres. Pourquoi ? Parce que les fibres, elles vont piéger le cholestérol alimentaire et éviter son absorption par le corps. Donc ça, c'est hyper important. Et là aussi, l'activité physique a un rôle à jouer parce qu'elle contribue à réduire le mauvais cholestérol. Par contre, quand on avance en âge, il ne faut pas avoir une alimentation trop restrictive, parce que la priorité, c'est de maintenir la masse musculaire. Voilà. Au niveau des triglycérides, ce qu'on peut dire, c'est faire attention à la perte de poids si nécessaire et de ne pas avoir d'alcool, trop d'alcool et de sucre en excès. C'est surtout l'alcool et le sucre quand on a des triglycérides. Au niveau de l'hypertension, ça c'est uniquement si votre médecin, dans un cadre précis, vous demande d'avoir une alimentation contrôlée en sel. Pourquoi ? Parce que quand on diminue le sel, ça peut être très anorexigène. Et donc, ce n'est pas intéressant. Donc, on fait attention là-dessus à ne pas être trop restrictif parce que sinon, c'est anorexigène. Et après, donc, on va cuisiner sans sel, faire attention à la sauce soja, au bouillon cube et à limiter les aliments qui ont une forte teneur en sel et à utiliser les équivalences. Donc, le fromage, la charcuterie, les produits de la mer et évidemment tous les produits transformés. Donc voilà sur l'hypertension. Et puis, c'est important aussi, quand on avance en âge, de savoir que on perd de la masse musculaire. On perd de la masse musculaire à partir de l'âge de 40 ans. Donc, c'est important d'avoir une alimentation suffisante en énergie et en protéines. Les besoins en protéines, ils sont légèrement augmentés quand on avance en âge. Donc, en fait, l'idée de dire il faut manger moins de viande quand on a moins de viande, de poisson, d'œufs quand on vieillit, c'est faux. C'est exactement l'inverse. Voilà. Et puis, il faut favoriser une activité physique régulière et adaptée et lutter contre la sédentarité pour maintenir justement une bonne masse musculaire. Par rapport à l'ostéoporose, donc ça peut concerner notamment les femmes après la ménopause. Et là, c'est important de toujours rester dans l'équilibre alimentaire et d'avoir des apports en calcium suffisants, autour de 900 à 1200 mg par jour. Donc, avec suffisamment de produits laitiers, à peu près 2 à 3 produits laitiers par jour, de vérifier qu'on a on n'est pas carencé en vitamine D.
Voilà. Et puis, au niveau activité physique, de privilégier des activités physiques à impact, hein, comme la marche, pour stimuler la formation de l'os. Donc, voilà à peu près ce que je voulais développer. Donc, en fait, pour conclure, l'idée, c'est de sortir de régimes trop restrictifs, d'être plus sur un rééquilibrage alimentaire si besoin, en privilégiant le plaisir de manger au moment des repas et en étant attentif à ses sensations corporelles. Voilà, écoutez, voilà, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Et je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel pour cette petite approche, parce que c'est un vaste sujet quand même, des régimes et de l'équilibrage alimentaire. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le texte cliqué ici, et je vous l'envoie également dans la barre de conversation. Alors, juste Emmanuel, je coupe votre micro parce qu'il y a un petit peu d'écho, je vous le remets après. Donc, ce questionnaire de satisfaction est important pour nous, pour faire un retour à nos financeurs de ce que vous avez ressenti sur nos visioconférences. Et puis, vous avez un petit champ libre où vous pouvez marquer à peu près tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous proposer des nouvelles thématiques ou des approfondissements de certaines visioconférences. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses sur la thématique globale de l'équilibrage alimentaire. On pourrait approfondir. Je vous propose de découvrir les autres projets de Gwendoline. Donc, vous avez la chaîne YouTube où vous pouvez voir tous les replays de nos visioconférences. Donc, le replay d'aujourd'hui sera disponible en fin de matinée ou cet après-midi. Et puis, vous pouvez vous inscrire à nos cycles de visio, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et en allant sur le site movadom.com, vous pouvez télécharger à la fois le livre audio sur le déménagement des seniors, qui explique un peu comment ça se passe, un déménagement quand on est senior, et puis les podcasts qui sont des témoignages de seniors ou de professionnels sur mieux vivre chez soi, sur le déménagement, etc. etc. Tous ces deux ouvrages ont été écrits en collaboration avec Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, qui est une psychologue que l'on retrouve régulièrement dans nos visioconférences. Notre prochaine visioconférence, c'est demain matin à 10h30, une petite séance de yoga avant d'entamer un petit rééquilibrage alimentaire. Ça peut être pas mal. Donc, vous avez encore le lien pour l'inscription. Et puis, si vous avez la moindre question, vous envoyez un mail à contact@movadom.com. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Emmanuel. Merci encore à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. On se retrouve tout de suite pour une session de questions-réponses. Merci beaucoup.